professeurs et des orateurs que vous avez eus, mais je vais tenter de ne pas dénoter. Voilà, on m'a fortuitement, Eric m'a contacté pour présenter l'intelligence artificielle dans la pratique du cours d'éducation physique en tant que professeur d'éducation physique moi-même. Et donc... Et donc, petite introduction à l'intelligence artificielle, finalement, parce que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais on en trouve vraiment partout. Partout d'ailleurs, on en trouve beaucoup dans Waze, hein, où vous utilisez cette application certainement pour ne pas durer des heures dans le trajet de Liège où c'est catastrophique. On en trouve dans les jeux vidéo, Google Maps, Google Translate, les publics sciences artificielles désignent donc des systèmes ou des machines qui imitent l'intelligence humaine pour effectuer des tâches. D'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est estimée au niveau de son QI plus ou moins à 140, ce qui est quand même relativement remarquable. Mais l'intelligence artificielle, est-ce que c'est relativement neuf ou pas? Est-ce que dans la salle, il y en a peut-être qui pensent savoir si c'est neuf, pas neuf? Non, je vois qu'on fait non de la tête, effectivement. C'est pas tout à fait récent, puisqu'en 1950, il a fait les travaux en 47 et en 53. Mais en 1950, Alan Turing, qui était cryptologue et mathématicien, a lancé donc un peu le début de l'intelligence artificielle. Et si l'être humain qui est devant n'arrive pas à détecter qui est la machine, eh bien, le test est validé, le test de Turing est validé. Et donc la machine a réussi son test. Et puis on a la conférence de Dartmouth où John McCarthy développe et présente le principe d'élagage alpha-bêta. Parce que vous savez que l'intelligence artificielle, c'est aussi des nombres binaires, hein, c'est très compliqué. Et donc, c'est un algorithme d'évaluation qui joue un rôle majeur dans la programmation de l'intelligence artificielle et qui est utilisé aussi au niveau des échecs. D'ailleurs, en 1966, l'intelligence artificielle gagne contre des personnes lambda aux échecs et en 1997, il gagne contre le meilleur joueur du monde de ces échecs. 97. C'est la première fois qu'il a gagné. 11 mai 97. La première fois il a gagné et puis ils ont reprogrammé tout avec des grands. C'est ça. Et puis en environ 2000, donc arrivée de l'intelligence artificielle sur Internet, les data, les grandes bases de données qui sont collectées pour l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on vous demande si vous n'êtes pas un robot et que vous cliquez sur les différentes images, les captchas, ça aide l'intelligence artificielle à se développer. Et puis ChatGPT en 2022, je vais vous parler de ChatGPT, mais ce n'est pas forcément une bonne chose puisque on verra plus tard les dérives sur l'environnement, etc. Il y a d'autres programmes évidemment comme Paul, DeepSeek qui est arrivé mais qui est chinois. Donc, l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce qu'on en entend parler beaucoup? D'ailleurs, par exemple, pour ChatGPT, il y a une adoption record du nombre d'utilisateurs. Pour 1 million d'utilisateurs, par exemple, Netflix a mis 3 ans et demi, Airbnb a mis 2 ans et demi, Facebook 10 mois, et forcément c'est dégressif, hein, vous nous en serez rendu compte, Instagram 2 mois et demi, l'iPhone 74 jours, et ChatGPT, attention, accrochez-vous, 5 jours. 5 jours pour obtenir 1 million d'utilisateurs. C'est vraiment important. Et donc, on vient de faire un peu la chronologie de l'intelligence artificielle, entre guillemets, mais les applications dans le cours d'éducation physique, puisque on l'utilise, moi et mes collègues et moi, pardon, on l'utilise quand même dans la pratique. Quelques exemples, donc, je suis là pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle? On l'a vu dans les différentes présentations avant, personnaliser les programmes d'entraînement. Et grâce à ces résultats, il ne faut pas mettre les prénoms évidemment et les noms sur
sur la base de données de ChatGPT, on intègre différemment, mais sur base de ces résultats, on sait personnaliser les programmes par élève, ce qui est quand même, quand on a 150 élèves, c'est quand même compliqué de personnaliser chaque personne, mais ça permet d'avoir les grandes lignes par élève. On peut occuper plus facilement, entre guillemets, les passifs. Alors on essaie toujours de les intégrer dans le cours, évidemment, mais par exemple pour les certificats médicaux de longue durée, eh bien, on essaye avec ChatGPT de créer quelque chose qui va pouvoir présenter à la fin de son absence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc générer des images, forcément, on a vu toute une série d'applications qui permettaient de le faire aussi, mais dans aussi, par exemple des images d'acrogyme et autres, des idées, on peut proposer cette dernière année à s'adapter sur les cycles de 8 séances ou plus, et les cycles qui sont vraiment maintenant très fixes, avec 6 semaines de cours et puis 2 semaines de vacances, des difficultés de s'adapter parce qu'il fallait faire un apprentissage et puis une évaluation. Et donc, ça permet de donner des idées, jamais de nous remplacer évidemment, mais de donner des idées et organiser des défis entre élèves, des défis entre élèves en disant, bah, tiens, on va essayer d'augmenter l'activité physique par semaine, pardon. Et donc ChatGPT, en fait, c'est un peu votre futur meilleur ami, mais qui ne vous remplacera jamais parce qu'il ne pense pas, il n'a pas de sentiment, il n'a rien du tout, mais c'est vraiment un bon outil d'aide, comme on l'a dit. C'est un assistant virtuel qui sait quasiment Internet en quelques minutes, et il vous donne les nouvelles études qui seraient sorties sur le sport, etc. Après cette date. Et donc, comment est-ce qu'on va lui demander quelque chose à cet assistant ChatGPT? C'est en fait un enfant à qui il faut lui expliquer quelque chose, parce qu'on attend quelque chose derrière. Il faut lui expliquer quelque chose, et plus il y a de complexe, plus c'est complexe, votre demande est complexe, plus il répondra avec précision. Donc il faut qu'il comprenne vraiment la demande, et ça s'appelle un prompt. Et donc, un prompt, on va y mettre quoi? Un prompt parfait. On va y mettre son rôle, sa tâche, son objectif, son détail, le format dans lequel on veut, et puis on va ajuster, parce que c'est jamais parfait, la première réponse n'est jamais parfaite. On va essayer d'adapter vraiment dans ce qu'on veut qu'il nous réponde. On correspond, par exemple, ici, compétence 2, donc vous savez tous qu'on a des socles de compétences à respecter, et on doit évidemment détailler ensemble. Le détail, nous avons X séances, X minutes à disposition, il faut réaliser une évaluation finale. Le format présente les activités, ce que tu vas nous fournir sous forme de bullet point avec une réelle explication, la justification des demandes, et puis on va ajuster, quoi. Et donc, par exemple, un prompt parfait, ben voilà, paf, c'est ça. Donc il faut savoir que le prompt parfait, si vous demandez à ChatGPT de constituer le prompt parfait avec vous, il va le faire. Et ça, c'est pas moi qui l'ai conduit. Avec ChatGPT, on a discuté, on dit, mais enfin, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, et puis on est arrivé à ça. Et ça, il a dit, c'est un prompt parfait. Maintenant, il suffit de le remettre une nouvelle fois dans ChatGPT, et il va vous répondre. Parce qu'il ne vous répond pas jamais 2 fois la même chose. Jamais. Et donc, en fait, donc je disais, une fois qu'on... Vous n'allez pas attendre. Une fois qu'on met le prompt parfait dans ChatGPT, et donc il donne le cycle de 6 séances acrogyme, niveau intermédiaire, les objectifs généraux, la séance 1, la découverte. Alors c'est évidemment un assistant, ça ne peut pas vous remplacer, il faut évidemment, avec votre esprit critique qu'on vous donne à l'université, faire preuve d'esprit critique justement, et vérifier ce qu'il raconte, si c'est bien juste, si ça me semble plausible, mais ça, il l'a fait en 30 secondes, en 3 secondes. Or, pour faire un plan comme ça, de 6 semaines avec une évaluation finale. 30 secondes. 30 secondes. Et donc arriver à l'évaluation. D'accord. Voilà. Alors dans le bas, vous voyez, voici une représentation d'une pyramide finale avec 6 élèves. Ils sont un peu plus que 6. Donc voilà, il faut vraiment faire preuve d'esprit critique parce que c'est pas toujours tout à fait juste ce qu'il donne. On sait le faire bugger, évidemment, ChatGPT en mettant des majuscules, des minuscules, on sait demander
répondre à des questions dont normalement il ne peut pas répondre. Et donc voilà, donc forcément, petite analyse finale parce que c'est pas, voilà, il y a des forces, hein, donc cette personnalisation des groupes, ils transfèrent sans réfléchir. Opportunité, donc c'est l'amélioration des résultats, l'analyse de mouvement en cas d'individualisation avec capteur. Et les menaces, donc c'est évidemment une dépendance technologique, comme on l'a dit tantôt. La confidentialité des données, il faut savoir que vos données, vos informations sont détenues sur des serveurs américains. Et quand vous cochez la petite case, là, même si soi-disant vous restez propriétaire de vos données, absolument pas, ils peuvent les utiliser. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas magnifique. Et DeepSeek, c'est chinois, c'est pareil. La consommation d'énergie extrême, il faut savoir que pour créer une image, comme on a fait tout à l'heure, que je vais demander une image sur les pyramides, c'est comme si vous rechargiez une fois votre GSM et quand il est à 0%. C'est une recharge complète. Donc ça dépense énormément d'énergie. Et donc pour l'environnement, c'est quand même pas le top. DeepSeek, semblerait-il, est beaucoup plus économe. Donc en gros, je vais essayer de vous montrer en 5 petites minutes un outil que j'ai créé directement pour mes élèves au collège. Vous allez voir qu'avec l'aide de l'IA, on peut faire des choses un peu plus facilement. Voilà, ça devrait fonctionner. Hop. Et c'est aussi pour rebondir sur certaines choses que j'ai entendues ce matin. Une IA à disposition et que vous devez créer un contenu de cours. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps parce que même si vous n'êtes pas spécialiste dans un domaine, par exemple créer une page web, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de professeurs en sport, éducation physique, en PJ, qui s'amusent à créer des pages web, mais tu peux demander à l'IA, explique-moi comment coder en HTML et CSS. Et donc ChatGPT va te dire, ok, tu commences par introduire tel paramètre, et l'informatique, comme dit mon frère, c'est très facile parce que ça marche ou ça ne marche pas. Tu le vois tout de suite. Tu n'as pas besoin de faire toute la construction et puis te dire ah, maintenant, ça ne démarre pas. Donc tu fais des tests-erreurs et ChatGPT est là derrière toi pour t'aider. Et donc moi ici j'avais un challenge, c'était d'amener les élèves dans les coteaux de la citadelle à jouer. Et la cartographie ici a été créée par la ville de Liège avec justement des lieux historiques qui sont disséminés. Et alors, pour gagner du temps dans les évaluations des élèves, on peut intégrer sur chaque point des quiz. Par exemple ici, voilà, j'ai fait un quiz physiologique sur l'entraînement. Et les élèves complètent et ils sont auto-évalués. Donc je peux me permettre de lancer des groupes, les récupérer. À leur arrivée, ils font le petit quiz pendant que je valide. Et donc tu peux incorporer ce que tu veux. Et cet outil-là qui est gratuit, c'est h5p.org que tu peux incorporer sur un site web. Et donc là, tu n'es plus consommateur. Maurice, tu disais, on prend ce qu'on aime, on ne prend pas ce qu'on n'aime pas, enfin, on utilise, on n'utilise pas, mais tu peux être créateur, c'est-à-dire que c'est toi qui crée l'outil. Sur mesure, pour le besoin, ça vient que tu as. ChatGPT, version gratuite, ok, c'est pas terrible pour les données, parce qu'elles ne sont pas confidentielles, mais si tu passes en mode payant, tu peux les rendre un peu plus confidentielles. C'est 19 € par mois, à part que ChatGPT va t'aider à créer tout ce que tu veux, quoi. Donc voilà, c'est juste un exemple pratique de ce qu'on peut faire sur un défi technique, voilà. Et moi, je gagne du temps. J'ai pas perdu du temps en faisant ça, c'est pas vrai. Donc il y a des profs qui disent oui, l'informatique, ça me rend la vie impossible. Sûrement quand on change d'application tout le temps. Mais quand c'est toi qui crée tes outils, c'est réutilisable, tu peux le mettre à jour, tu peux modifier. Des élèves m'ont fait une remarque en me disant tiens, dans les informations, moi je veux la carte PDF à télécharger, hop, j'ai pu l'intégrer. Tiens, moi j'ai un problème sur une carte et j'arrive pas à comprendre dans quelle séquence je dois faire les lieux. Alors, tu peux organiser qui sont enregistrés. Actuellement, les IA, elles enregistrent tout. Je veux dire, vos téléphones, même quand ils sont en mode éteint, comme ça, fermé,
les applications des réseaux sociaux collectent ce que vous dites à voix haute, collectent vos positions. Et donc quand vous partez avec votre GPS Waze, l'IA peut vous rendre service et vous faire prendre le chemin le plus court, ou vous faire prendre un chemin plus long pour répartir le trafic sur 3 branches. Donc vous pensiez arriver à l'heure et vous arrivez en retard. Donc voilà, il faut bien comprendre que dans toute la collecte des données qui se fait, comme ça a été dit, les années 2000, on a mis en place l'Internet pour pouvoir rassembler les data, les données. Et ces années-ci, maintenant en 2020, on a créé des calculateurs capables d'analyser toutes ces données. Et après, ce qui fera la différence entre c'est bien ou c'est mal, c'est la conscience de chacun. Donc voilà, mais vous devez, je pense, être conscient progressivement que vos données sont utilisées à bon bénéficiaire. Oui. Ici, on voit l'assistance à créer un site web. Okay. Je me pose une question concernant l'éthique par rapport à un programme, par exemple, sur mesure de préparation physique. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à mentionner quelque part que ça a été créé par l'intelligence artificielle, par un logo ou une marque quelque part? Maintenant, quand on crée des contenus numériques et qu'on veut les poster, par exemple des images, pour les droits d'auteur, il n'y en a pas, vu que c'est l'IA qui l'a créé, mais on demande d'apposer dessus une petite image ou de préciser contenu créé avec l'IA. Ça se fait. Un des vrais dangers, les 10 meilleurs téléphones de 2024, et puis c'est les 10 meilleurs téléphones de 2025. Et il y a une surenchère de production de texte par les IA, et donc finalement on se rend compte que ça uniformise l'information, parce que les IA vont recollecter évidemment toutes les données du web. Donc c'est bien de préciser évidemment quand c'est une IA qui l'a collectée. Et on peut aussi protéger les sites web avec des balises pour empêcher les IA de scanner le contenu des sites. Donc il y a un moyen de protéger aussi le contenu, ou de spécifier qu'il est fait par une IA. Ça répond à votre question? Moi, je suis convaincu que si l'IA arrive, on doit évidemment peut-être y rentrer. Merci pour votre présentation. Je crois qu'on a tous connu 3 Suisses et ils avaient Amazon avant Bezos, et par contre, ils ne sont pas devenus les gens les plus riches du monde. Et dans la tech, il y a parfois des patrons qui sont un peu loin de nos idées européennes. Comment peut-on s'assurer qu'à l'avenir, l'instruction sera toujours multiculturelle, multigenrée et qu'on n'entendra pas que des références d'hommes blancs? Pour traduire la question, est-ce qu'il y aura tout autre modèle de manuel scolaire où des petits Africains devront dire nos ancêtres les Gaulois? Parce que c'est la même question, voilà. Ça, c'est. Donc voilà, par exemple, maintenant ça se voit parfaitement bien. Donc ChatGPT américain, Claude, c'est une IA qui est vraiment rival de ChatGPT qui se vale, DeepSeek qui est chinois, Mistral qui est arrivé et qui s'est bien développé en France. Évidemment, le problème, c'est que c'est des financements à hauteur de centaines de milliards d'euros ou de dollars. Ces financements-là sont détenus par des gens. Non, c'est bien, c'est mal. Et donc, dans mon prompt idéal, je devrais lui demander également d'inclure les publications récentes des femmes noires. Oui, mais Non, voilà. parce que c'est important. Oui, tu peux lui demander d'aller partout sur le web. Ça, oui. Celle qui s'assimile. Tu peux aussi faire différemment le prompt, tu peux uploader des PDF dedans aussi. Voilà, moi j'ai cette base de données que tu as collectée. Tu peux intégrer jusqu'à 1500 PDF dans une fenêtre de discussion. 1500 PDF, c'est quand même énorme, tu vois. Donc là, tu pourrais vraiment t'assurer que la base de réflexion de ton IA, elle est suffisamment large et vaste dans le domaine que tu as ciblé. Ça, tu pourrais. Si tu as peur pour tes données aussi, tu peux installer une IA locale. Il y a des IA qui peuvent s'installer sur un PC, sur un téléphone américaine. Là, il n'y a pas de protection dessus. C'est comme ça. Il faut soi-même avoir son matériel à la maison, quoi. Autre question ou intervention?
Voilà. Mon conseil, si vous voulez tester par vous-même, quoi. Dans plein de domaines, vous pouvez utiliser ça comme un chat. C'est comme si vous aviez un correspondant à l'étranger avec qui vous discutez. Et vous verrez, c'est juste discuter sur plein de sujets. Et ne pas forcément avoir peur, mais rester méfiant. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà une très bonne communication publique. Alors je pense que le président voudrait vous dire un tout petit mot.